Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait de Gargantua, un roman qui est publié par Rabelais en 1534 et qui met en scène la vie très horrifique d'un géant, le père de Pantagruel. Depuis sa naissance merveilleuse par l'oreille de sa mère, jusqu'à la fin de son éducation et son accès au titre de bon roi après la défaite de Picrocole, l'ennemi de son père. Rabelais utilise ici les ressources du roman pour explorer les questionnements humanistes et présenter un idéal, notamment sur les questions touchant à l'éducation. Dans l'extrait du chapitre 21 que nous avons à commenter, Gargantua explique à Ponocrate, son nouveau maître, comment il a été éduqué par Tubal Holoferne, entre autres, mais par les sophistes en général, qui ont bel et bien raté l'éducation du géant, échec qui va se manifester par la crise de larmes en situation de discours. Gargantua raconte ainsi l'emploi du temps d'une journée type sous l'enseignement des sophistes. Je vous en propose la lecture. Il répartissait donc son temps de telle façon qu'ordinairement il s'habillait entre 8 et 9 heures, qu'il fasse jour ou non, comme l'avaient prescrit ses vieux régents, alléguant David, il est vain de se lever avant la lumière. Puis il gambadait, tourniquait et se vautrait au milieu du lit quelque temps pour mieux réjouir ses esprits animaux, et s'habillait selon la saison, mais il portait volontiers une grande et longue robe de gros tissu de frise fourrée de renard. Après, il se peignait du peigne d'almin, c'est-à-dire des 4 doigts et du pouce. Car ses précepteurs disaient que se peigner, laver et nettoyer autrement, c'était perdre son temps en ce monde. Puis il fiantait, pissait, vomissait, rôtait, pétait, bâillait, crachait, toussait, hoquetait, éternuait et se mouchait en l'archidiacre, et il déjeunait, pour combattre la rosée et le mauvais air, de belles grosses tripes frites, de belles carbonades, de beaux jambons, belles grillades et force grosses tartines. L'énoncé de cette journée type est caractérisé dans la lecture qu'en fait le lecteur par l'humour. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cet humour est absent de la conscience de Gargantua, qui, en toute bonne foi, fait le récit de son éducation, une éducation qu'il croit être la bonne. En ce sens, nous pouvons nous poser la question suivante: en quoi l'humour décrédibilise-t-il le savoir apporté par les sophistes? Pour traiter cette question, nous découperons le texte en 2 mouvements. Un premier mouvement de la ligne 1 à la ligne 12, où il s'agit de la présentation de la journée type par Gargantua, puis de la ligne 13 à la fin, où il s'agit de la justification que fait Gargantua des pédagogues et de l'éducation qu'ils lui ont fournie. Je commence ainsi le commentaire. Le discours narrativisé présente Gargantua premièrement comme autonome dans la répartition de son temps. Il répartissait donc son temps avec la conjonction de coordination à valeur de conséquence, autonomie qui va rentrer en contradiction avec la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de manière, comme l'avaient prescrit ces vieux régents. Il y a donc ainsi, dès le début du texte, une contradiction entre autonomie et soumission, la soumission étant encore accentuée par l'usage du verbe prescrire, où l'on retrouve le vocabulaire médical, et le nom commun régent, qui insiste sur le pouvoir quasi seigneurial qu'avaient les pédagogues sur leurs élèves. À cette contradiction s'en ajoute une autre, l'idée de se lever qu'il fasse jour ou non, et la justification de cette convention par la citation biblique « Il est vain de se lever avant la lumière » qui vient contredire la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Ainsi, on se rend compte, dès le premier paragraphe, de l'autorité malsaine que vont avoir les sophistes responsables de l'éducation de Gargantua. Autorité malsaine non seulement parce qu'elle promeut une illusion d'autonomie, mais en plus, autorité malsaine puisqu'elle utilise des figures d'autorité, en l'occurrence la citation biblique, le roi David, pour justifier à tort quelque chose qui est conventionnel. Cette contradiction va se poursuivre avec une contradiction chronologique. Ligne 1, il s'habille entre 8h et 9h. Ligne 6, puis il gambadait, tourniquait et se vautrait. Et s'habillait, ligne 5. Ainsi donc, il s'habille, puis il gambade, puis il s'habille. On a une contradiction logique, soit il s'habille 2 fois, soit
il ne s'est pas encore habillé avant qu'il gambade, tournique et se vautre au milieu du lit, mais alors l'allocution puis devient fausse. À l'adverbe ordinairement, ligne 1, répond la valeur itérative de l'imparfait, ligne 4, gambadait, tourniquait, se vaudrait, et la justification pour mieux réjouir ses esprits animaux, là encore s'appuie sur une conception médiévale très datée de la physiologie humaine, conception qui est remise en cause à la Renaissance. Les contradictions se poursuivent avec deux oppositions articulées autour de la conjonction de coordination à valeur adversative, mais d'une part, il s'habille selon la saison, donc pas toujours de la même manière, et d'autre part, il portait volontiers une grande et longue robe de gros tissu de frise fourré de renard, c'est-à-dire qu'il a un vêtement de prédilection qu'il porte de manière habituelle. Donc, multiplicité des vêtements et adaptation, unicité et donc inadaptation des vêtements d'autre part. On peut faire une remarque sur le choix de ce vêtement qui représente la robe des maîtres d'université, avec cette spécificité que Rabelais l'a décrit fourré de renard, avec toutes les connotations malignes, rusées et retorses que porte l'animal. Les contradictions chronologiques se poursuivent, il fait sa toilette après s'être habillé, mais cette contradiction n'est qu'apparente puisqu'en fait de toilette, il suffit simplement de se peigner du peigne d'Almin, c'est-à-dire des 4 doigts et du pouce. Il se peigne simplement. Ici, on peut observer un jeu sur la paronomase, puisque Almin est un des sorbonnagres reconnus de l'époque, et on peut aussi entendre se peigner du peigne à la main, ce qui va être confirmé par la reformulation suivante, c'est-à-dire des 4 doigts du pouce, c'est donc bien une main. Là encore, on retrouve une illusion de système logique avec le retour des conjonctions de coordination, c'est ici à valeur causale, car, mais là encore, comme la citation biblique, cette cause est ridicule, tout simplement puisqu'on dit que le soin du corps est une perte de temps, alors même qu'il commence le paragraphe et sa journée par gambader, tourniquer, se vautrer au lit quelque temps. Ce qui, là, pour le coup, est objectivement une perte de temps. On continue avec l'architecture chronologique, puis il fuyantait, pissait, vomissait, rotait, etc. On a ici toujours l'usage de l'imparfait à valeur itérative, c'est une habitude qu'il est en train de dire. Et là encore, on va accentuer le côté humoristique avec le comique du bas corporel, fuyanter, pisser, vomir, auquel on va ajouter une petite pique en direction des ecclésiastiques, se moucher en archidiacre. Et les contradictions se poursuivent. Il déjeune pour combattre la rosée et le mauvais air, de belles tripes frites, de belles carbonades, etc. Là où la bonne éducation de Ponocrate adapte le menu à la météo, et bien là, il y a de la rosée et du mauvais air tous les matins, du coup, il faut toujours de la nourriture extrêmement riche. L'énumération des aliments n'est même pas une énumération régulière. On pourrait le penser avec la réitération de l'adjectif qualificatif antéposé belle, mais cet adjectif n'apparaît pas dans le dernier élément de l'énumération, comme si finalement les sophistes n'étaient même pas capables de faire une énumération régulière. Ainsi donc, dans la présentation de son emploi du temps, va prévaloir des contradictions logiques, des contradictions chronologiques, et c'est précisément sur ce problème que Ponocrate va essayer de le faire réfléchir dans la deuxième partie. En effet, là où les anciens pédagogues se contentent de dire, de prescrire et de justifier de manière plus ou moins ridicule, Ponocrate, lui, se contente de faire remarquer. Ponocrate est le bon pédagogue, il est celui qui fait travailler son élève, même si pour l'instant, l'élève n'est pas en mesure de répondre à cet enseignement. Il faudra que Séraphin Calobarcy lui fasse tout oublier avant de pouvoir apprendre à nouveau. La réplique de Ponocrate étonne Gargantua, ce qui va être noté par l'adverbe quasi-interjectif « quoi » avec les points d'interrogation. 3 interrogations, quoi, je n'ai pas fait un exercice suffisant, ce n'est pas assez. 3 interrogations qui, pour le coup, ne sont pas rhétoriques. Et c'est précisément là le problème. Gargantua n'a pas conscience du fait que l'éducation qu'il a subie était mauvaise. Là encore, on va retrouver des répétitions. Je me suis vautré 6 ou 7 tours au milieu du lit, il va reprendre la ligne 4 et se vautrer au milieu du lit. Cette répétition entre le discours rapporté, le discours indirect, quasi narrativisé, et le discours direct,
va avoir pour but de montrer l'éducation au psittacisme qu'il a subi, c'est-à-dire que la seule chose qu'on lui a enseignée, c'était de répéter sans comprendre, ce qui va se manifester par la suite, puisqu'il va citer les justifications qui lui ont été données par ses anciens maîtres, justifications qui, comme les premières, sont incohérentes ou en tout cas ridicules, puisqu'il va alléguer l'autorité du pape Alexandre VI, qui est Alexandre Borgia, donc qui est connu pour sa débauche, donc une autorité qui est extrêmement critiquable, et d'autre part, une autorité qui est justifiée de manière totalement contradictoire, puisqu'il vécut jusqu'à sa mort est une tautologie. C'est forcément vrai, on vit jusqu'à sa mort par définition, et ainsi ça décrédibilise totalement l'argument d'autorité. La qualité de psittacisme se confirme, puisque lui-même va citer ses premiers maîtres, donc le mot maître ici étant pris non dans le sens pédagogue, mais dans le sens régent du terme, qu'on trouvait ligne 2. Il est donc bien dans une position de soumission par rapport à ceux qui sont ses maîtres et qui l'accoutument, et non pas qui l'enseignent. Mais ses maîtres sont toujours dans la contradiction. Le déjeuner faisait bonne mémoire, et donc ils y buvaient les premiers. Le rapport de causalité fait encore défaut, tout simplement, puisque le déjeuner annoncé ligne 10 était bel et bien un déjeuner d'aliments, et non pas un déjeuner de boissons, comme il le dit ici, ils y buvaient les premiers. Il y a donc une contradiction entre ce qui est dit et ce qui est fait. Son retour d'expérience « je me trouve très bien et n'en dîne que mieux » est invalidé par le fait qu'il a été accoutumé par ses premiers maîtres, et donc en fait son état de bien-être est simplement un état qui a été formaté. Et la référence à l'autorité de maître Tubal, on retrouve ici le substantif maître, est invalidée là encore par l'incise entre parenthèses, qui était le premier à l'examen de licence de Paris, invalidation qui repose sur la styleps, sur le mot licence, puisque d'une part, la licence est effectivement un grade de l'université, c'est une autorisation à enseigner, mais la licence, c'est aussi un droit que l'on s'accorde. On parle de licence poétique, par exemple, et effectivement, à la fin du texte, nous aurons des vers. La licence poétique, c'est le droit de ne pas suivre la règle. Et Maître Tubal est particulièrement connu pour ne pas suivre les règles, puisqu'il s'agit tout de même d'un ecclésiastique qui mourra de la vérole. La décrédibilisation se poursuit, puisque l'adage qui est cité n'a rien à voir avec ce qui précède. Ce n'était pas le tout de courir vite, mais qu'il faut partir à point. Même grammaticalement, il s'agit ici d'une faute de concordance des temps, ce qui accentue encore l'inanité de cette maxime. Et la contradiction va se poursuivre avec la comparaison ridicule boire ata comme des cannes. Il n'y a aucun point commun entre le fait de boire beaucoup et l'animal qu'est la canne. Et le psittacisme, enfin, va se confirmer dans les vers, lever matin, boire matin, vers 26, qui reprend boire matin, ligne 22. Donc lui-même, Maître Tubal, était dans la répétition, était dans l'absence de réflexion, l'absence de logique, finalement, à l'intérieur même de son discours. En quoi l'humour décrédibilise-t-il le savoir apporté par les sophistes ? Alors, premièrement, l'éducation sophiste est décrédibilisée d'emblée par le fait qu'elle rejette finalement le soin du corps et qu'elle se limiterait éventuellement à une instruction, ce qui, du coup, va permettre au texte de déployer un humour du bas corporel assez ambivalent, puisqu'il s'agit ici d'une éducation qui réduirait l'élève à sa pure animalité. Et encore, cette instruction n'est-elle pas une instruction correcte ? Tout simplement puisque l'ensemble des éléments de savoir qui vont être répétés ici sont à chaque fois justifiés de manière ridicule, soit par les sophistes eux-mêmes, soit par Gargantua justifiant les sophistes. Et c'est sans doute là le point le plus grave, c'est que l'humour du texte va permettre de signifier que Gargantua n'a pas conscience de l'inanité de l'éducation qu'il a subie, et sans doute que l'élément le plus intéressant à ce compte-là est le fait que les questions qu'il pose ne sont précisément pas des questions rhétoriques, ce sont des questions de bonne foi. Par ailleurs, le savoir apporté par les sophistes se résume finalement à simplement du psittacisme. Ce psittacisme va être illustré dans le texte par les nombreuses répétitions qui vont signifier finalement l'absence de compréhension par rapport aux éléments de savoir qui sont simplement répétés.
Il s'agit de connaître, il ne s'agit pas de maîtriser. Enfin, dernier élément humoristique qui va décrédibiliser ce savoir, eh bien, c'est l'ensemble des contradictions logiques et chronologiques qui vont émailler tout le texte, remettant perpétuellement en cause tous les éléments de savoir qui sont donnés par ceux qui sont les maîtres au sens mauvais du terme. Vous m'avez demandé de traiter la construction du passif, lignes 16 à 17, dans la phrase suivante « Je me suis vautré 6 ou 7 tours au milieu du lit avant de me lever ». Pour pouvoir étudier la construction du passif, il faut tout d'abord l'identifier. Dans cette phrase, il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Ici, c'est le verbe « suis vautré ». « Suis vautré » est bien une forme verbale composée avec un auxiliaire « être » suivi d'un participe passé, vautrer. Vautrer est un verbe qui habituellement se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Hier, j'ai vautré quelque chose dans la boue. Donc c'est bien une utilisation entre guillemets anormale de l'auxiliaire être ici qui va signaler une forme de voix passive. Pour ce qui est de son temps, du coup, le temps de ce passif sera le temps auquel est conjugué l'auxiliaire être. Donc ici tout simplement un indicatif présent. Pour ce qui est de l'identification du complément d'agent, il n'y a pas de groupe prépositionnel introduit par part qui suit cette forme verbale. Et pour ce qui est du COD, il s'agit ici du COD me. Ce qui nous permet en fait de comprendre la construction de ce passif, puisqu'on se rend compte que le sujet et le complément d'objet représentent ici la même personne, la première personne du singulier. Je et me. J'ai vautré moi-même. Ici, il s'agit donc d'une forme pronominale du verbe vautrer, forme pronominale qui, par défaut, se conjugue toujours aux formes composées de la même manière qu'une forme passive. C'est pour ça que nous n'avons pas de complément d'agent, puisqu'en réalité, le sujet grammatical et le sujet sémantique sont ici confondus. Il s'agit d'un cas particulier de la construction du passif.